Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau Facebook Live. Alors aujourd'hui, nous allons parler des femmes, du numérique et de l'éducation. Alors nous sommes en présence de Marianne Magnac. Bonjour. Bonjour Alice. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors ces trois mots doivent faire écho à votre combat quotidien puisque vous militez pour promouvoir la place des femmes dans le numérique. Vous avez aussi, en collaboration avec Ionisix, créé un cours sur la mixité et le numérique dont on va vous parler tout à l'heure. Et vous êtes également co-créatrice avec Olivier Ezrati de Quelques femmes du numérique. Alors, quel état des lieux pouvons-nous dresser de la situation actuelle, globalement? Qu'en est-il de la parité homme-femme dans le milieu du digital? Alors malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Nous avons, je travaille sur ces sujets depuis on va dire 7 grosses années. Et si on prend par exemple le pourcentage des filles qui intègrent les filières numériques, le pourcentage est en baisse. Aujourd'hui, on est entre 5 et 10% en fonction des écoles. Donc il y a des écoles qui s'en sortent pas trop mal, mais on va dire généralement, on a de moins en moins de filles qui vont dans les formations qui vont former au métier du numérique. Alors moi, je parle plus de numérique que de digital, puisqu'on est, on travaille aussi nous beaucoup les métiers techniques qui sont extrêmement importants parce qu'aujourd'hui, on sait que le pouvoir est dans la technologie. Donc il faut que les filles aillent vers ces métiers-là. Et donc le constat est qu'il y a de moins en moins de femmes qui vont dans ces filières-là, alors qu'il faudrait qu'il y en ait de plus en plus. Une pour des raisons simplement que nous sommes dans un secteur qui recrute en croissance, où il n'y a pas de chômage, où les niveaux de salaire à la sortie des filières sont vraiment de très très bons niveaux. Et puis l'autre enjeu qui nous touche énormément, c'est un enjeu on va dire plus philosophique, politique, qui est qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous savez que l'intelligence artificielle va à la fois créer des nouveaux emplois, mais elle va aussi en transformer, en détruire certains. Et on sait qu'elle va avant tout détruire des emplois occupés par les femmes. Donc on fait le constat que, un, les filles ne sont pas formées au métier de demain, et deux, elles vont être les premières impactées par l'arrivée de cette intelligence artificielle. Donc les deux facteurs mis ensemble, c'est une catastrophe sociale qui s'annonce. Donc il y a vraiment une urgence très très forte à agir pour donner envie aux jeunes filles d'aller dans ces métiers-là. Effectivement, c'est assez compliqué, cette inégalité persiste et pour changer le problème, il faut d'abord le comprendre. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez essayé de faire, c'est ce que vous avez fait plutôt dans le cours de mixité et numérique. Je vous propose de regarder le teaser de ce cours de mixité et numérique que vous pouvez retrouver sur notre plateforme ionisix.com. Nous avons tous une vision stéréotypée de l'emploi des femmes. Quel est le métier de ces femmes à votre avis? Alors quand je vois cette femme, elle peut être mannequin ou quelque chose comme ça dans la mode, mais elle peut être aussi start-upeuse, elle peut être pharmacienne. Responsable marketing. Artiste. J'aurais dit com ou marketing. La banque. C'est vrai qu'elle est comédienne. De la mode, le métier de la mode. Commercial. Elle bosse dans le marketing. Chanteuse. L'art. Ouais, ça peut être l'éducation. Mannequin. Manager. Actrice, ça peut être de la mode. Elle s'occupe des enfants. Alors, elle travaille en fait dans une agence de voyage. Elle vend Comment s'appellent les nouveaux jobs là, chef, happiness, machin là. Ah oui, happiness RH. Voilà, exactement. Graphiste. Une enseignante. Ah, je les vois start-upeuses toutes, je sais pas pourquoi, je sais pas forcément dans quel domaine. Service client. Ah, elle est plus. Elle est plus consultante, strict. Compta ou juridique. Elle est comédienne aussi. Ouais. L'avocate. Prof, quelque chose comme ça. Oui, je dirais aussi dans l'éducation, petite enfance. Elle travaille dans un cabinet ministériel. Ah ouais, peut-être RH, ouais, RH. Chef d'opération technique, ouais. Ça fait plus photo de comédien, non? Actrice. Dans la santé. Qu'est-ce qu'un stéréotype de genre et comment se construit-il? Quel est le bénéfice économique de la mixité pour un pays ou une entreprise? Quid de la place de la parité dans la révolution numérique? Peut-on parler de nouvelles dynamiques collaboratives sans parler d'égalité homme-femme? C'est ce que nous verrons dans ce cours. Vous l'avez remarqué, il y a encore des problèmes en termes de mentalité vis-à-vis des femmes et de leur place dans le milieu professionnel et notamment dans le numérique. Alors ce problème, effectivement, c'est un problème de mentalité qui est souvent dû à des stéréotypes. Alors les stéréotypes, on sait que ce sont des images qu'on se construit par rapport à un groupe social. Alors c'est indispensable dans la catégorisation sociale, mais ça peut également être néfaste.
notamment pour les stéréotypes du genre que l'on peut voilà, utiliser dans le mauvais sens et provoquer des incompréhensions, quoi. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qu'est-ce que peut causer en fait ces stéréotypes du genre Alors, le problème du stéréotype de genre, c'est qu'il va enfermer les femmes dans un certain nombre dans un rôle bien précis au sein de la société. Et ça veut dire qu'elle ne va pas avoir globalement la même liberté qu'un homme. Alors, il y a Brigitte Grésy, qui est une femme vraiment une experte sur le sujet en France, qui a écrit un livre que je recommande à tous et à tous, qui s'appelle La vie en rose, dans lequel elle développe donc la notion d'impuissance apprise. Et elle met en valeur comment le stéréotype de genre incarne vraiment l'impact de la société, de l'éducation sur les petites filles. Alors, les 6 impuissances apprises, elles sont très claires. La première, c'est l'impuissance, le cercle. Alors, elle parle de cercle de la motricité, qui est le fait que très tôt, donc moi, ces cercles-là, ils partent surtout au niveau du primaire. On est surtout au niveau du primaire. Donc la motricité, c'est-à-dire qu'on va autoriser, on va dire au garçon, tu as le droit de bouger, de courir, etc. Alors qu'on va dire à la petite fille, bah, toi ton rôle en gros c'est de rester calme, d'être moins turbulente. Voilà. Donc déjà là on conditionne, alors qu'on sait qu'un enfant, moi j'ai un petit garçon d'11 ans et demi, bah, en primaire, un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, ils ont tous envie de bouger, de courir dans la cour. Mais là il y a déjà une espèce de message très fort, très conditionnement aux petites filles en disant, toi c'est le calme. Deuxième cercle, le cercle des émotions. Alors là aussi, on va différencier, c'est-à-dire qu'on va avoir un discours différent suivant les sexes. Donc, en garçon, on va dire, alors, les émotions, tu te les gardes, à part la colère, où là, ils ont le droit d'exprimer, mais ils sont plutôt dans la rétention, ce qui n'est pas du tout positif pour les garçons. Et aux petites filles, on va dire, ah ben non, toi là, du coup, tu as le droit d'exprimer tes émotions. Et d'où, moi, ce que je dis toujours, la fameuse expression chialeuse. Ça n'existe pas au masculin. C'est parce qu'effectivement, comme on nous dit, vas-y, exprime tes émotions, et qu'un être humain, par nature, il a des émotions, on y va. Sauf que les petits garçons, ils réfrènent. Donc ça, c'est la deuxième chose. Le troisième cercle, ça concerne le sport. Donc on se rend compte aussi, donc c'est lié aussi au premier cercle de proximité, qu'on va flécher les petits garçons vers des sports d'équipe, techniques, où ils bougent. En revanche, pour les petites filles, on va leur dire, c'est plutôt des sports individuels, d'élégance, de danse. Et là, on commence à voir déjà très tôt le conditionnement par rapport à la séduction. Et là, du coup, ça va faire le lien avec le cercle suivant, qui est le cercle des vêtements. Et là, qui est un des plus, notamment, complètement incohérent par rapport à un enfant de primaire qui a besoin de vêtements pour courir. Et ben, les petits garçons, on va les habiller en basket et en jean. Voilà. Et les petites filles, on va leur mettre, alors je ne dis pas tout le temps, mais on va avoir tendance déjà à les préparer à leur rôle de séduction qu'on va leur rejoindre avant. Donc ça va être petite jupe et puis surtout ballerine. Donc on sait très bien que courir en ballerine dans une cour d'école, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Ensuite, nous allons avoir un cercle qui est extrêmement important, qui est le cercle des jouets et des jeux, notamment les jouets qu'on offre aux petites filles et aux petits garçons, où là on va privilégier pour les petits garçons, les jeux de manipulation, de construction, et qui va déjà commencer à leur créer un lien avec les règles mathématiques. Alors que les petites filles, on va leur offrir des jeux qui vont les mettre déjà dans un rôle où, par exemple, si on offre une dînette, ton rôle, c'est d'être dans une cuisine et de faire à dîner. Donc on voit bien que là, clairement, il y a une notion de deux en dehors. Le garçon, on le prépare à une vie à l'extérieur, et la fille, on la prépare à une vie à l'intérieur. Et le dernier cercle qui est très intéressant, c'est que ça concerne la littérature jeunesse. Et là, on voit bien que quand on regarde les personnages, donc la littérature jeunesse est genrée, il y a les livres pour les petits garçons, les livres pour les petites filles. Alors évidemment, il y a aujourd'hui de plus en plus des livres qui fonctionnent pour les deux, mais on a encore collection rose et verte, par exemple. Et il se trouve, et Brigitte Grésy a fait une étude tout à fait intéressante là-dessus, où les personnages des romans pour garçons sont beaucoup plus universels, beaucoup plus large, alors que pour les petites filles, on retrouve des rôles de princesse, de femmes dans la séduction, etc. Donc là, on termine le conditionnement. Voilà. Donc tout est fait pour dire aux femmes, en gros, ton rôle, pour caricaturer, tu es plutôt lié à l'intérieur qu'à l'extérieur, et tu es au service des autres, et non pas un lien avec l'extérieur, avec le fait d'être en mouvement, de bouger, etc. C'est un cercle vicieux finalement. C'est totalement un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous voyez par rapport à tout l'éventail de ces cercles,
dans tous les différents moments du quotidien de la vie d'un enfant, ben voilà, elles sont complètement enfermées dans des injonctions. Et donc il faut avoir soit des parents qui ont conscience de ces stéréotypes ou soit des caractères très forts de petites filles qui disent « Non, moi j'ai envie de jouer au Lego par exemple, moi j'ai envie d'être en basket et en jogging. » Voilà. Mais sinon, on conditionne la petite fille dans son rôle. Et c'est ce qu'on fait depuis 2000 ans, en gros. Et les parents ont un rôle aussi à jouer, parce qu'effectivement, ils doivent soit continuer dans cette catégorisation qui est peut-être plus simple aussi en termes de schéma. Bon, bah voilà, j'ai une fille, c'est beaucoup plus simple d'adhérer à ces genres de mode d'emploi. Société. Voilà. J'ai un enfant, c'est une fille, je vais faire comme ça, j'ai un garçon, c'est fait comme ça. On a le décodeur, entre guillemets, tout de suite. C'est sûr. Et c'est pour ça que c'est aussi présent. C'est un mode qui facilite l'éducation, tout à fait. Complètement. Donc j'imagine que ce genre de cercle vicieux a aussi un impact dans l'éducation et dans le milieu professionnel pour les femmes. Alors, tout à fait, il est très clair. Quand on regarde les grandes tendances du comportement et des problématiques qu'ont les femmes dans le milieu de professionnel, notamment il y a la dimension d'imposteur et de manque de confiance en soi. Et lorsqu'effectivement vous enfermez les petites filles dans un rôle qui ne va pas être un rôle d'être à l'extérieur dans la société, mais plutôt un rôle intérieur domestique, elles ont un rapport au travail et au monde professionnel beaucoup moins, on va dire, culturel. C'est lié aussi aux conditions de vie dans lesquelles les femmes ont été mises depuis 2000 ans, en gros, et même plus, si on en croit les anthropologues, qui font qu'elles sont arrivées beaucoup plus tardivement sur le marché du travail parce qu'elles étaient confinées dans la cuisine et que donc du coup, elles ont une attitude où elles osent moins. On sait bien qu'en termes d'égalité salariale, on a un gros problème, c'est parce que les femmes demandent aussi beaucoup moins d'augmentation et que ça a, sur un certain nombre de sujets, énormément d'effets pervers. Et l'autre sujet qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, tout ce qui va être lié à la technicité d'un métier, donc qui sont liés par exemple, quand on offre un jeu de Kaplan à un garçon ou un jeu de Lego, il apprend déjà un peu à bricoler, à faire de la technique. Et bien ça va se retrouver après dans l'appétence. On dit, moi parfois on me dit oui mais les filles elles n'ont pas tellement envie d'aller dans les métiers techniques. C'est pas qu'elles n'ont pas envie, c'est que depuis leur enfance, on ne les prépare pas à ça. Et donc elles pensent qu'elles ne sont pas bonnes, etc., que ça ne les intéresse pas. Et après on se retrouve avec des filières où il y a beaucoup d'hommes et peu de filles. Et donc qui donnent en plus, le cercle est complètement vicieux parce que du coup comme il y a moins de garçons, les filles ont envie de moins d'y aller parce que c'est pas forcément toujours très sympa d'être que dans un milieu de garçons. Et voilà, et donc elles vont moins dans ces milieux-là, dans ces métiers-là, et donc ça a des impacts très forts sur les choix professionnels et la façon dont aussi elles vont évoluer en termes de carrière. Le fait qu'elles vont avoir peur de prendre des risques, il y a ce fameux plafond de verre, etc. Tout ça fait, elles ont été conditionnées pour rester à une place et en gros à pas tellement en bouger. Et alors, quels dispositifs sont mis en place pour changer la donne? Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont faites depuis des années et c'est très bien. Voilà, on a aujourd'hui, au niveau politique, des gens qui s'engagent. Aujourd'hui, on a Marlène Schiappa qui est une secrétaire d'État très très active. Donc ça bouge au niveau des élites, on va dire. Il y a donc nous, évidemment, notre association Quelques femmes du numérique, on a aujourd'hui pratiquement 700 rôles modèles. Donc c'est la plus grosse base qui existe par son volume et sa diversité de femmes qui sont actives dans le milieu du numérique, que ce soit des étudiantes ou des ministres quand c'était des femmes, et que donc nous on joue vraiment sur l'impact visuel, la représentation, pour donner envie à une jeune fille de seconde d'aller par exemple dans les métiers de développeur, qui est un métier très recherché aujourd'hui. On va lui montrer des photos de jeunes filles qui lui ressemblent, qui ont peut-être 5 ou 7 ans de plus qu'elle, qui lui ressemblent au niveau look, au niveau style, et qui font un métier technique et qui sont passionnés par ça. Donc nous, on a vraiment aujourd'hui une base qu'on met à disposition des acteurs qui travaillent sur le fait de casser ces stéréotypes. Moi, j'utilise toujours la formulation, on positionne le portrait photo comme arme de destruction massive des stéréotypes. Donc voilà, donc nous on fait un certain nombre d'actions dans les régions, avec des entreprises. On va développer des pilotes pour aller parler aux filles en seconde, c'est très important. Et par ailleurs, vous avez d'autres associations. Donc là, je pense à Social Leader, qui est vraiment une association très intéressante qui forme les femmes au métier du numérique. Alors, soit les jeunes, soit en reconversion, et qui aujourd'hui vient notamment récemment à signer un partenariat avec Facebook pour former plus de 25 000 personnes. Donc après, vous avez un écosystème très riche d'associations qui sont soit plus des femmes dans le web, dans le digital, plus tech, etc., qui font du networking, etc. C'est très intéressant.
Mais voilà, les deux associations, dont une qui me tient évidemment à cœur parce que j'ai co-créé et je pense qu'on a un vrai impact avec le portrait photo, et puis Social Builder qui agit vraiment sur le terrain. Complètement. Et d'ailleurs, dans le groupe Ionis aussi, il y a beaucoup d'initiatives pour justement promouvoir la place des femmes dans le numérique, dans les métiers de l'ingénierie, dans les métiers un petit peu plus techniques, scientifiques. Donc il y a plusieurs projets comme le trophée Excellencia, auquel on a participé. Vous participez aussi également. Bien sûr. Il y a l'association Emma de Dipti Schender, qui est une ancienne étudiante d'Epitech, qui promeut aussi voilà, la place des femmes dans le milieu de l'ingénierie et notamment de l'informatique. Il y a aussi la Web Academy, qui est une école qui apprend à coder, qui a aussi une promotion spéciale pour les femmes. Et il y a plein d'autres projets aussi dont on pourrait parler. Je pourrais citer de la semaine de la femme créative qui Artsup a lancé il y a 2 semaines. Voilà, des projets, des associations, il y en a beaucoup. Le principal, c'est qu'on prenne conscience vraiment du problème et qu'on agisse initialement, c'est-à-dire en changeant les mentalités, en comprenant ce qu'est un stéréotype, ce qu'il peut avoir comme conséquence et ce qu'on peut faire dès le plus jeune âge ou dès qu'on est parent pour faire changer la donne. Je crois que vous avez tout à fait raison. L'important, c'est peut-être que chacune qui nous regarde s'interroge en quoi et dans quel domaine il a des stéréotypes. Les stéréotypes commencent toujours par une généralité. Les femmes sont ceci, les hommes sont cela. Voilà. Quand vous commencez la phrase comme ça, c'est que vous êtes dans le stéréotype, c'est-à-dire que vous allez attribuer à des êtres humains, à un groupe, des caractéristiques communes et vous allez gommer leur individualité. Et moi, je dis toujours un peu la baseline de notre projet, je dis aux femmes, comme chez McDo, venez comme vous êtes. Je n'ai aucune injonction vis-à-vis de la femme. Je ne lui dis pas, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Je lui dis, essaye d'être libre, choisis ce que tu as envie de faire. Essaye de travailler tes stéréotypes, tes croyances limitantes qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire. Et après, vas-y, fais ce que tu veux. En tout cas, merci beaucoup Marianne. Merci à vous. C'est un sujet très intéressant et on espère que dans les prochaines années, les pensées erronées, ce sera terminé et qu'il y aura une véritable égalité, une parité des femmes, donc du 50-50, tant dans les métiers de l'ingénierie, de l'informatique que dans le numérique globalement. Et voilà, j'imagine que c'est un sujet sur lequel nous allons encore discuter. Malheureusement, oui, il y a urgence et il y a encore tellement de travail à faire, mais vraiment garder à l'esprit le caractère absolument urgence du sujet. Complètement. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci au Café La Perle qui se trouve dans le Marais de nous avoir accueillis ce matin. On se retrouve bientôt. Notre prochain atelier aura lieu le 17 avril sur comment découvrir votre vocation professionnelle en révélant vos talents. Ça aura lieu au campus Parmentier de Ionis. Merci encore. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Marianne. Merci Alice. Au revoir. Au revoir.